Mesdames, Messieurs, bonne soirée chez vous. Je ne peux que vous souhaiter très bonne détente sur les antennes de Télé 7 à travers ces magazines bien intitulés Soirée 7 spéciale campagne. Personne ne doit pas oublier que nous sommes en train de traverser un moment plutôt très décisif par rapport à une orientation politique pour le compte de notre République démocratique du Congo qui s'apprête pour affronter son 4e cycle électoral. Vous conviendrez d'ailleurs avec moi, mesdames, messieurs, voilà pourquoi il y a un tout petit peu de l'ébullition sur l'ensemble de la République, parce qu'il y a les uns qui battent campagne pour le présidentiel, pour leur candidat présidentiel, et qui battent également aussi pour eux, parce qu'ils sont candidats dans cette course. Vous avez aussi d'autres qui battent pour leur propre campagne et on bat également aussi pour eux leur campagne. Au niveau de la députation nationale, au niveau de la provinciale, c'est pareil, et pourquoi pas aussi au niveau de la municipalité. Voilà, mesdames, messieurs, comme l'espace est bien intitulé spéciale campagne, nous avons pensé faire venir nos amis de cette formation politique. Il s'agit des Lécidés, qui fait d'ailleurs partie de cet ensemble de la Mouka. Avec eux, mesdames et messieurs, nous allons nous entretenir autour de leur candidat, parce que l'heure, pour le moment, c'est autour de l'offre politique. Parce que par moment, il faudra que nous puissions orienter la population pour qu'elle arrive à faire le choix par rapport à tout ce que la République est en train de traverser sur la situation sécuritaire, sociale, et bien d'autres questions. Voilà, mesdames, messieurs, sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Si vous nous recevez chez vous à la maison, laissez-moi vous dire, mesdames, messieurs, il y a une forte complicité avec l'équipe technique qui est pilotée, voire même dirigée par celui qu'on appelle Papa Jean, on aime bien l'appeler ainsi, et il n'est pas seul, il est également aussi entouré et accompagné, bien sûr, de ces jeunes talentueux qui nous servent et qui vous servent également derrière nos différents matériels. Là, il s'agit de nos caméras. Là, je cite Giresse Laï. En l'occurrence, mesdames, messieurs, vous allez découvrir notre invité ce soir. C'est vrai, c'est un habitué du média. C'est un habitué d'ailleurs de Télé 7, mais dans ses autres magazines. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la page spéciale campagne, nous les recevons et nous disons bienvenue, cher, j'aime bien l'appeler comme ça, Pasteur Serge Taboko. Il est parmi les 4 qui gèrent les idées au quotidien dans cet ensemble de la formation politique, si on peut appeler cela ainsi, la Mouka. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, cher compatriote Yvon. C'est comme ça, j'aime aussi l'appeler compatriote, pour le grand travail que vous êtes en train de faire pour l'avancement de notre pays. C'est grâce à vous que nous sommes suivis et compris par la population. Sinon, je vous remercie une fois de plus pour l'invitation. Permettez-moi également de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Nous vivons dans un pays où tous les indicateurs sont au rouge et rien ne marche dans tous les secteurs sécuritaires, social, économique. Mais c'est grâce à Dieu que nous continuons à survivre. C'est pourquoi nous tenons à chaque fois, quand nous avons l'occasion de parler, de les remercier. Merci beaucoup. Je remercie aussi ceux qui sont les amis qui sont de l'autre côté de la régie. C'est grâce à eux que nous serons bien captés par les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous ai présenté ici comme étant 4 des Lécidés, faisant partie justement de cet ensemble, la Mouka. J'aimerais bien à ce que vous puissiez quand même vous présenter cette fois-là pour fixer l'opinion de ce que vous êtes en train de jouer comme rôle au sein de cette formation politique. Oui, dans peu de mots, Serge Taboko, aujourd'hui membre cadre de Lécidés. Je suis dans l'équipe de campagne qui est coordonnée par M. Prince Penge et Mme Chantal Moboni. Je fais partie dans le département de la communication de notre plateforme Lécidés, la Mouka Martin Fayou. Merci beaucoup. Très bien, allez, d'entrée de jeu, c'est vrai, je l'ai dit dans mon introduction, la République rhume avec la campagne autour de son candidat à la présidentielle, autour de son député au niveau national, autour de son député au niveau provincial, jusqu'au niveau même de la municipalité. C'est vrai, vous l'avez si bien dit ici, vous faites partie de l'équipe qui doit en principe battre campagne pour votre candidat au présidentiel. Il s'agit de Martin Fayoulou. Alors pour le moment,
quel est ce candidat idéal qui doit en principe répondre aux attentes, voire même aux aspirations de l'ensemble de la population dans tous ces différents volets, sécuritaire, économique, social, culturel et que sais-je encore. Chers compatriotes Yvon, je regarde la caméra, jusqu'à preuve du contraire, nous avons un seul candidat. Pourquoi je dis que nous avons un seul candidat qui s'appelle Martin Fayulu Madidi? Parce que depuis... là, c'est dans votre organisation que vous n'avez qu'un seul candidat. Mais à ne pas oublier que non, vous devez compétir et soit vous êtes en train de compétir aux côtés de 26 candidats. Parce que vous m'avez posé la question sur le candidat idéal. Très bien. Le candidat idéal est pour tous les Congolais. Les Congolaises et Congolais, le seul candidat idéal s'appelle Martin Fayulu. Même les autres là battent campagne en faveur justement de cette même population auprès de laquelle vous sollicitez de leur suffrage. Je vous en prie, malheureusement, ils ne sont pas là, sinon on allait engager un débat contradictoire pour fixer l'opinion. Mais sinon, je suis ici pour parler au nom de mon candidat. Ce n'est même pas un débat, c'est-à-dire je suis en train de nous faire voir que... Je comprends, okay. Vous serez d'accord avec moi que ceux qui nous suivent seront d'accord avec moi par rapport aux arguments que je vais agencer ici. Très bien. Donc, le peuple congolais, certes, dans les années sous le régime de Mobutu, il y avait aussi tant de difficultés, surtout sur le plan économique. Mais on avait quand même ce qu'on appelle l'identité collective de tout un peuple. C'est-à-dire nous étions quand même respectés. C'était difficile d'apprendre que les héros de l'époque sont massacrés dans un pays X ou Y. Mais depuis que Mobutu est parti, c'est-à-dire envahi par les régimes, les systèmes AFDEL, le peuple congolais a perdu son identité. Nous sommes devenus aujourd'hui la risée du monde. C'est dans tous les domaines de la vie. Je ne sais pas, peut-être les autres disent que c'est le seul secteur ou soit un domaine qui marche dans ces pays, c'est la musique, entre guillemets. Bon, je ne sais pas. Mais sinon, dans tous les domaines, que ce soit dans le football, l'armée, la sécurité, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie, rien ne marche. Et les Congolais devenus la risée du monde. Si vous allez même dans les pays frontaliers ici, dans les aéroports, dans les bits, dans les publics, les Congolais est surveillé, les Congolais est contrôlé, les Congolais n'est pas traité comme tous les citoyens du monde. Donc nous sommes refoulés, nous sommes tabassés, nous sommes tués comme des mouches. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'identité. Pourquoi on a perdu l'identité? Parce qu'on n'a plus un leader. On n'a plus un leadership éclairé qui peut donner le ton, qui peut donner l'impulsion, qui peut faire en sorte que d'autres pays puissent respecter notre territoire et respecter les Congolais et les Congolaises. C'est pourquoi en 2006, la majorité des Congolais étaient déterminés de soutenir notre compatriote Jean-Pierre Bemba pour redorer un peu cette image-là qui était perdue. C'est pourquoi vous avez vu qu'entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, malgré que Bemba avait pris des armes, mais les choix étaient clairs. On a soutenu Jean-Pierre Bemba. Malheureusement, les ennemis de notre pays n'ont pas permis aux Congolais de réjouir, n'ont pas permis aux Congolais de bénéficier de la victoire qu'ils ont donnée à Jean-Pierre Bemba. En 2006, les Congolais étaient déterminés. Malgré les conditions qu'on a organisées, on a pu organiser les écoles de 2011, nous avions donné notre dévolu à Papa Etienne Tshisekedi. Malheureusement, il n'a pas réussi à récupérer l'impérium. En 2018, c'est là où j'atterris maintenant, la majorité des Congolais, je vous parle de plus de 62%, qui est notre candidat, le candidat de l'unité nationale à l'époque. Aujourd'hui, il a une autre connotation. Il est appelé aujourd'hui le candidat de la cohésion nationale. C'est comme ça qu'il a été baptisé dans les Grands Kassai. Donc les Congolais sont allés sous la pluie voter massivement le président Martin Fayulu. C'est dans les soucis de redorer, dans les soucis de récupérer cette identité que nous avions perdue, comme je venais de vous dire tantôt ici, depuis l'envahissement de notre pays par les armées étrangères, à l'occurrence l'armée rwandaise, ougandaise et burundaise et leurs alliés. Donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, les candidats naturels, les candidats idéaux, ça s'appelle Martin Fayulu Madidi. Pourquoi je dis comme ça? Si vous essayez de déballer un peu les porteurs robots de ce monsieur, il remplit tous les critères. C'est un homme intelligent, certes dans le pays, on n'a pas que Martin Fayulu, nous avons beaucoup d'intelligence,
dans ces pays, mais malheureusement, ils n'ont pas d'autres critères. Être intelligent, oui, c'est un acquis, parce qu'on ne peut pas diriger au XXIe siècle aujourd'hui, on ne peut pas diriger dans la gestion moderne si on n'est pas intelligent, si on n'est pas compétent. Martin Fayoulou l'est. En dehors de ça, sur le plan moral, Martin Fayoulou, c'est un homme. Bien sûr, il peut aussi avoir des faiblesses, mais jusqu'à preuve du contraire, il a su montrer devant la face du monde, partout il est passé, partout il a travaillé, tout ce qui touche, il reste un homme crédible. Vous ne le trouvez pas dans des histoires de détournement. Vous ne le trouvez pas dans des histoires, par exemple, de femmes. Vous ne le trouvez pas dans l'histoire des ambiances. Je vais vous laisser poursuivre. Mais qu'en est-il de cette question qui a fait couler encre et salive autour de 40 000 $ à l'époque, quand il fut ministre provincial sous le régime, sous le règne bien sûr du président Joseph Kabila? Ça, ce sont je peux dire, des incantations, ce sont des histoires qui ne tiennent pas debout. Certes, aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. S'il y a un accord que M. Martin Fayoulou a signé avec M. Kimbuta, on peut nous brandir. Donc, je crois que vous avez suivi l'ancien président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. À l'époque, il s'appelle M. Rosenting. Je crois qu'il est passé sur les médias de votre confrère Israël Mutombo pour démontrer que c'était des arrangements entre eux dans d'autres affaires. C'était des affaires privées et Fayoulou avait emprunté quelque chose auprès de messieurs. D'abord, c'est son vieux ami, c'est un ancien ami de Martin Fayoulou, ils se connaissent. Mais la manière dont on avait présenté quand même la situation, puisque vous dites que non, lui sur le plan moral, il est irréprochable. Est-ce que cela ne porte pas tâche sur la personne de Martin Fayoulou au regard de ce que vous avancez comme argument? Yvon, même vous, je ne pense pas que vous me direz que vous ne prenez pas, vous vous endettez pas et que vous n'avez pas de dettes. C'était un grand homme, je vous dis ici, c'est un ancien, pas un ancien, mais il fit un ami à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire s'ils sont toujours amis, mais c'est un ancien ami de Kimbuta, il se connaissait bien. Je vous ai dit ici que Roger Ntingi a vraiment expliqué ça de long et large. Et c'était dans des affaires privées, il avait emprunté quelque chose, il avait même retourné. Ça n'a rien à voir, ce n'était pas lié à une candidature, soit d'un vote, quelque chose comme ça, comme les gens de l'IDPS ont voulu extrapoler, donner une autre connotation. Donc ce n'était pas le cas et il avait aussi retourné cet argent. Je crois que Rosenting avait expliqué ça. Ça, c'est vraiment un faux débat. Ce sont des colibés, ça n'a rien à voir avec la vérité. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas dans la trempe des gens que nous voyons. Bien sûr, il est intelligent, mais vous le voyez là, dans des magouilles. Donc, c'est quelqu'un qui est honnête. Vraiment, c'est une espèce rare. Depuis que j'ai levé l'option de le soutenir, très bien. J'ai pris mon temps, comme les autres utilisent, c'est-à-dire de le checker. Je l'ai checké. Oui. Si en dehors de ça, vous savez que Serge Taboko, c'est un pasteur. Oui. Je l'ai checké. J'ai pris mon temps d'essayer un peu de me renseigner sur la personne. C'est une espèce rare. C'est une espèce rare. C'est un produit consommable. Très bien. C'est quelqu'un hors du commun. Merci. Il n'est pas comme d'autres compatriotes. Il n'est pas comme d'autres candidats là que vous... Oui, très bien, allez, ici, le plateau est à vous. Vous ne pouvez beaucoup plus parler que de votre candidat. Alors, nous sommes déjà dans cette fièvre de la campagne. Vous avez vanté tant de valeurs sur votre candidat qui est Martin Fayoulou, qui est d'ailleurs présidentiable au regard de tout ce que vous avez avancé quand même comme des valeurs sur, sur sa personne. Maintenant, quelle est votre offre politique, laquelle va bien sûr séduire la population afin de voter en sa faveur? Et si jamais la population portait également aussi son vote sur lui et que cette population n'aille pas regretter, c'est quoi et quelle est cette offre politique? Parce qu'on ne doit pas quand même voter une personne autour de sa beauté, bien sûr qu'il regorge autant de valeurs, mais l'offre politique, c'est cela d'ailleurs, le partenariat bien sûr avec cette population. Oui, en dehors de cette, ou soit ces deux dimensions que je venais d'étaler ici, c'était la dimension scientifique intellectuelle et la dimension morale. Martin Fayoulou, il a également un parcours, c'est-à-dire sur le plan politique.
hormis ses expériences professionnelles, il a travaillé dans des grandes sociétés, c'est connu de tout le monde. Et de ses depuis 91 jusqu'aujourd'hui, Fayoul est avec le peuple. Il a beaucoup milité, il est sur la rue, c'est un homme constant. Donc sur le plan politique, ce n'est pas un novice, ce n'est pas quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe, c'est quelqu'un qui a milité, il a travaillé avec tous les grands de ce pays, que ce soit Etienne Tshisekedi, ils sont nombreux jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi avec sa constante qui sera réélu par la population, parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, nous considérons que Martin Fayulu c'est un président de la République. Est-ce qu'il faudrait-il qu'il soit élu par sa constance, ou bien on doit en principe l'élire par rapport à un programme, programme qui va devoir... Je voulais juste épingler ça, c'est celui-là. Maintenant que je vais te déballer un peu, ça veut dire notre plateforme, je crois, depuis... c'était le 11 au 14 juillet 2022. Nous sommes allés à Kisangani. Ça, c'était notre dernier congrès. Nous sommes allés à Kisangani du 11 au 14. Nous avons pondu un certain nombre de résolutions. Et nous avons ces documents que vous voyez ici. Ça s'appelle Manifeste de Kisangani. Okay. C'est dans ces documents ici que nous avons... Vous avez résumé votre programme. Oui, il y a la vision. Il y a notre projet de société. Voyez. Donc le tout c'est depuis 2022. Et nous allons essayer, un peu comme la télévision. C'est-à-dire vous aviez commencé déjà à préparer ces projets de société depuis déjà très longtemps. Non, nous étions déjà bien préparés parce que, d'abord même depuis 2019, nous étions déjà sûrs, nous étions déjà bien préparés parce que notre programme et projet de société de 2018 n'a pas été exécuté. Donc vous avez seulement à réactiver votre... Oui, on a essayé seulement de réactiver quelque chose de 2018 et nous avons ajouté des éléments nouveaux. Et c'est dans ces documents-là, c'était un condensé de notre programme. Donc, ici, la vision que porte le président Martin Fayulu, c'est bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ça, c'est notre vision. Par quels moyens? Les moyens, c'est que nous avons un programme, un projet. Et dans les projets, il y a un programme. Très bien. Le programme quinquennal. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est investir dans les citoyens pour développer notre pays, c'est-à-dire développer la RDC. Alors, les pays, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, notre RDC, notre cher beau pays, a été désarticulé. Le pays est détruit sur tous les plans, comme je venais de dire tantôt dans mon propos introductif. Alors, c'est pourquoi nous avons résumé par 18 défis. Ce sont des grands 18 défis. Et ces 18 défis, c'est axé sur sur 4 grands axes. Le premier axe, c'est les 4 prérequis. Le deuxième axe, c'est les priorités. Nous appelons ça 6 priorités. Le troisième axe, c'est les 6 autres défis. Et le dernier axe, c'est les 2 grandes réformes. Dans les 4 prérequis, c'est-à-dire ce qui est essentiel, ce qu'on devrait faire directement, parce que le pays est détruit sur tous les secteurs. Nous prenons d'abord faire ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire imposer un état de droit. L'état de droit ici, on sous-entend, nous demandons, conformément à notre constitution, c'est notre souhait, par rapport à la légitimité que le peuple congolais va donner à son candidat. Parce que ce qui fait que ceux qui dirigent même notre pays ne puissent pas travailler de la manière, soit imposer la légitimité, soit la légalité, soit les lois du pays ne puissent pas souffrir de son application ou de l'applicabilité. Il y a ce qu'on appelle le problème de la légitimité. C'est-à-dire, en sociologie politique, tu ne peux pas diriger un peuple si le peuple-là ne vous porte pas. Si vous n'êtes pas choisi par ce peuple. Alors, il faut prendre ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire, laisser les lois soient au-dessus de tous les citoyens. Sous notre régime, il n'y aura pas les hommes supérieurs. Il n'y aura pas des hommes qui sont au-dessus de la loi. Vous allez voir dans les concrets des exemples terre à terre. Si vous êtes même ici, boulevard, par exemple, nous qui habitons le Tchang, vous allez voir des cortèges qui prennent des directions, des sens contraires, pour
Pourquoi ils vous disent on est Abakounzi? Or, sous le régime de Martin Fayou, lorsque nous allons récupérer l'impérium ici en 2000, aux élections de 2020, nous allons faire en sorte que tous les citoyens... On va récupérer l'impérium ou bien il faut battre campagne et présenter c'est ce que nous sommes en train, un projet de société. C'est ce que nous sommes en train... Ici, je suis en train de déballer, je suis en train de numéro à la population un à un notre projet de société. Très bien. J'ai commencé d'abord par l'état des droits. Et j'explique ici dans des mots simples pour que même celui qui n'a pas été au bas de l'école puisse y comprendre. L'état des droits signifie tout simplement la suprématie des lois sur la population. C'est-à-dire tout le monde est au-dessous de la loi. Donc on aura ce qu'on appelle une justice distributive. Donc la loi n'épargnera personne. N'épargnera personne. En commençant par les premiers citoyens jusqu'à tout le monde, c'est-à-dire même les derniers fonctionnaires. Une loi, des lois impersonnelles. Les lois impersonnelles. Très bien. Deuxième prérequis, si les quatre, nous avons ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Pourquoi l'intégrité territoriale et la pacification totale de notre pays? Pourquoi l'intégrité? Mais c'est l'enjeu des enjeux. Chers compatriotes, ceux qui nous suivent, on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas investir. Les investisseurs sérieux ne peuvent pas venir dans un pays où il y a la guerre. Dans un pays où le chef de l'État vous dit cette partie-là ne va pas aller aux élections. Pourquoi? Parce que l'État est absent. Cependant, lorsqu'on prête serment, conformément à l'article 74 de la Constitution, le chef de l'État a comme mission de sécuriser les territoires et sa population. Les gouvernements, de même chose. Conformément à l'article 91 ou 91, sous sa responsabilité, l'armée, la police et les services de sécurité pour sécuriser le territoire et sa population. Pour les régimes qui sera les nôtres, on ne va pas sous-traiter notre sécurité. La sécurité de la RDC ne sera pas sous-traitée comme aujourd'hui. Vous avez vu même le président burundais nous a rappelé ici. L'armée, la RDC n'a pas une armée, une police responsable pour sécuriser la population et le territoire. Et ça, c'est vraiment un enjeu crucial, un enjeu important pour nous, c'est-à-dire la sécurité, la paix des Congolais. Mais ce ne sont pas des mots, des concepts creux. Il faut donner le sens. Là, nous sommes en train de réfléchir parce que nous aurons ce qu'on appelle un budget, parce que tu peux avoir un projet, tu peux avoir de bonnes idées. Mais si tu n'as pas l'argent, ça sera difficile. Les questions viendront quand nous allons aborder les secteurs économiques. Mais dans le premier temps, vous nous évoquez... Nous avons, troisième point, c'est la cohésion nationale. Très bien. Et là, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons déjà prévu qu'il y aura... Le chef de l'État va nommer une personnalité pour essayer de régler des petits conflits. Mais avant d'en arriver, ce qui donne l'impulsion, ou dans d'autres termes, ce qui crée des conditions pour qu'aujourd'hui, le Congo, depuis un certain temps jusqu'à preuve du contraire, soit divisé, c'est la classe politique. Parce que je venais d'évoquer ici l'article 91 de la Constitution. Qu'est-ce que cet article dit? Qui stipule? Même lorsque vous voulez vous voulez nommer un gouvernement, l'installation, la publication d'un gouvernement doit tenir compte de la dimension géopolitique. C'est-à-dire tous les points doivent s'identifier, tout le monde doit être concerné. Mais lorsqu'il y a des gouvernements qui sortent depuis un certain temps, on constate que c'est un groupe de gens, et vous avez même des compatriotes, des responsables politiques, qui disent devant la face du monde que maintenant c'est notre tour, c'est notre pouvoir. C'est ce qui frise la division. C'est ce qui crée que d'autres compatriotes ne se sentent pas concernés de la gestion publique de ceux qui sont là. Donc, déjà dans la composition du gouvernement, ça ne sera pas question pour le régime qui sera incarné d'ici là par le président Martin Fayou. Mais si vous voyez le statut, comment le parti, ou soit notre plateforme est composée, vous serez d'accord avec moi.
Je n'ai pas toujours l'habitude de venir faire des débats sur les problèmes de coins, de tribus, et ainsi de suite. Mais quand vous voyez le président, vous voyez notre vice-président, vous voyez les secrétaires adjoints, vous voyez les collaborateurs qui sont tout autour de Martin-Fayulu, vous allez voir que c'est vraiment, il y a la diversité, c'est tout le monde qui se retrouve. Vous allez voir les gens du Congo central, des Bandundu, des Côte partout. Toutes les cultures sont là. Donc c'est un problème crucial parce que, chers compatriotes, nous le disons toujours en sociologie politique, tu ne peux pas diriger un État sans peuple. Un peuple uni constitue une bombe, une arme très puissante. Voilà par exemple ce qui se passe au Moyen-Orient. L'autorité palestinienne n'a pas une armée, n'a pas des alliés comme Israël. Mais depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, l'autorité palestinienne continue à résister parce qu'il a un peuple. Même s'ils sont massacrés, mais le peuple est déterminé. Très bien. C'est l'image que je vois à nos amis qui sont de l'autre côté de l'Est. Ils sont tués, mais ils fuient pas dans les espaces. Ils sont tués, ils continuent à se battre. Donc nous allons créer des conditions pour qu'il y ait ce qu'on appelle la cohésion nationale. Il ne se peut pas diriger lorsque le pays n'est pas uni. Et le quatrième élément. Le quatrième, c'est la gouvernance intègre. Je crois lui-même venait même de nous ravir la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Fayulu, le président de la République, il n'aura même pas un salaire. Ça, il venait d'évoquer ça dans un média périphérique de vos confrères ici. On peut avoir toujours des bonnes intentions. Hein. Mais ce qui est vrai, ceux qui connaissent Martin Fayulu, en 2016, il a décliné de prendre l'émolument, soit de perdre soit de salaire, on paie à l'Assemblée nationale. Il a dit passer le mandat avec la population, le mandat conformément aussi à la Constitution dans notre Constitution, c'est de 5 ans. Et nous avons travaillé pour 5 ans, mais moi je ne peux pas prendre les salaires au-delà de 5 ans. Il nous a expliqué, à l'époque, certes, moi, je n'étais pas là, mais il a dit, s'il a donné même les exemples, les témoins sont encore vivants. Il a cité le nom de Bati Lukwebo, il a cité le nom de Christophe Mbosso, Christophe Lutundula. Il dit, ce sont ses anciens amis, ils étaient ensemble à la conférence nationale souveraine. Mais les Pédiens me condamnaient là-bas. Martin Fayulu a dit, moi, je ne prends pas niet. Mais c'est un homme extraordinaire. Ils ne sont pas nombreux. Donc, il va imprimer ce qu'on appelle la gouvernance intègre. C'est-à-dire, en commençant par les premiers citoyens. Je vais vous laisser poursuivre. Okay. Gouvernance intègre, cela ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas droit de percevoir son droit dès lors que ça c'est connu dans notre Constitution, qui travaille, il a droit d'ailleurs à une rémunération. C'est la République qui va le rémunérer, par exemple, au regard de ce qu'il va devoir assumer comme des tâches. Non, ça vous avez grandement raison. Mais néanmoins, l'homme voulait montrer seulement la face du monde. Qu'il n'est pas là ou soit il ne vient pas pour l'argent. Si c'est pour l'argent, Fayulu, sincèrement, il a dépassé cette étape. Mais on veut travailler. Mais ce qui est vrai, le président de la République, c'est une institution. Et il y aura toujours des frais de fonctionnement, il y aura des montants alloués pour le fonctionnement. Vous ne trouverez pas que cela risquerait d'être aussi très mal interprété parce que vous assumez les charges de la République et qu'à la fin, vous avez droit justement d'un dû. Et le dû là, vous le refusez. Mais finalement, les autres tâches, vous allez les faire comment? Mais je vous dis que le président de la République, c'est une institution. Bien sûr, je n'ai pas refusé. Même pour sa mobilité, c'est-à-dire les fonctionnaires, les déplacements, tout ça. Mais qu'il y a des fonds qui sont alloués pour ça. Maintenant, son salaire, ce sont les salaires propres pour l'individu. Il ne si veut pas prendre ça parce que... Si tout était contenu dans ce que vous dites, je pense qu'on n'allait pas évoquer le cas du salaire. Bon, mais quand on évoque les cas des salaires, mais sur le plan des standards internationaux, sur le plan même des standards internationaux, il y a ce qu'on appelle les droits de travailler. Très bien. Tout travailleur mérite quelque chose en termes de salaire, parce que c'est un droit. Mais lui, il dit pour montrer à la face du monde que je ne serai pas là, ou soit je ne suis pas, je ne me bats pas pour l'argent. Et en dehors de ça, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui a travaillé dans une de grandes structures. Vous comprenez? L'actuel président Nigeria, c'est son collègue. Ils ont travaillé dans les zones mobiles. Donc ça, c'est même pas un débat. Nous avons voulu seulement montrer à la face du monde qu'il va imprimer ce qu'on appelle la gestion orthodoxe. Il n'y aura pas des histoires de questions, mais si tu viens, tu poses la question, monsieur le président de la République, on peut avoir l'idée si ton salaire. Parce qu'il a déjà dit, il nous a dit, même en 2018, il continue à le dire, que Martin Fayulu arrive aujourd'hui aux affaires, la population saura les salaires, les montants que le président de la République touche.
Et ça va changer quoi, par exemple, quand la population sait et au parfum de ce que vous gagnez en termes de rémunération par rapport aux tâches que vous assumez de la République? Mais c'est un indicateur clé, un indicateur très important. Ça se passe dans tous les pays civilisés. Mais ça empêche aux politiques ou soit aux gestionnaires de voler l'argent public. Parce que lorsque vous avez, et c'est également dans notre constitution, parce que lorsque vous avez un montant X que tu es payé, mais après un moment donné, on commence à constater que vous construisez en désordre. Vous distribuez les jeeps comme des cacahuètes. Mais on saura faire les calculs par rapport à votre rémunération. On dit, mais ils vont être payés à, par exemple, 10 000 $. Mais comment ils parviennent, par exemple, à distribuer des jeeps? Comment ils peuvent, par exemple, acheter un avion dans moins d'une année? Vous comprenez? C'est un indicateur clé dans la gestion orthodoxe, de la gestion moderne. Très bien. Donc ça, c'est très important. Non. Par exemple, comme je venais de dire ici, tantôt, dans tous les pays sérieux, on a l'idée des ressources, des moyens, et même les biens immobiliers des chefs de l'État de pays civilisés. Par exemple, Macron, avant de devenir chef de l'État, il avait par exemple un budget de la hauteur, par exemple, X. Mais aujourd'hui, on va essayer de calculer. Mais aujourd'hui, pour le cas de notre pays, on peut devenir Premier ministre avec les babouches, mais dans une année, vous construisez partout et personne ne peut te demander en violation de la Constitution même. Parce que lorsque vous assumez les affaires publiques, il faut déclarer vos biens dans l'entrée et dans la sortie. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait pas, pardon. Très bien, je vais vous laisser souffler, oui, un tout petit peu, et puis vous allez poursuivre. Je rappelle ça, ici... ce sont les grands... Les 4 prérequis. Les 4 prérequis. Ouais, et maintenant, nous avons des priorités. Très bien. Je vais vous laisser poursuivre sur les priorités, mais laissez-moi quand même rappeler ce que vous avez dit. Okay. Sur le prérequis, vous avez parlé de loi. Vous avez parlé d'intégrité, voilà, état de droit, voilà. Vous avez parlé de l'état des droits. Vous avez parlé de l'intégrité territoriale, vous avez parlé de la cohésion nationale, en nommant justement une personnalité, une grande personnalité, je vous ai suivi, et le dernier prérequis, vous parlez de la gouvernance intègre. Okay. Très bien, allez, maintenant on peut passer sur le 6 priorités. Ok. Pour les 6 priorités, nous avons ce qu'on appelle l'éducation de qualité. Très bien. La formation professionnelle, la recherche scientifique et innovation. Mes chers compatriotes, on ne peut pas développer un État sans l'enseignement de qualité. Je crois que vous avez suivi même mes compatriotes, Félix, il a dit ça, je crois, dans un pays africain ici. Il dit, nos enseignants ne sont pas, n'ont pas un niveau. Mais vous, on prend le pouvoir pourquoi? Parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est corriger les erreurs du passé. Nous savons ça dans notre pays. Depuis fin, je crois, 86, ici ma mémoire ne me trahit pas, jusqu'aux années 90, l'État était dans les capacités de prendre en charge les systèmes éducatifs. Mais qu'est-ce qui se passe? L'État a essayé de libéraliser le secteur et donner à d'autres structures, par exemple les églises, les associations, la responsabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui la prise en charge des enseignants par les parents. Pourquoi? Parce que l'État est incapable de payer des bourses, l'État est incapable de donner des moyens de faire de fonctionnement, l'État est incapable. Et lorsque Félix Tshisekedi arrive aux affaires, qu'est-ce qui est arrivé? On a fait ce qu'on appelle l'État des liens. À l'époque, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était Emerio Kounzi qui faisait l'intérim du ministère de l'EPST. Mais après les conclusions de cette table ronde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour que la gratuité de l'enseignement conforme à l'article 43 de la Constitution, pour que la gratuité soit effective, il faut que le gouvernement puisse disposer au moins d'1 milliard. Mais ce n'a pas été le cas. Notre compagnon Félix Tshisekedi proclame l'état de la gratuité de l'enseignement comme un prophète qui proclame la délivrance ou la guérison sur un malade de l'église. Malgré ce que vous dites, mais c'est... Donc nous allons mettre les moyens. Fait son bonhomme de chemin. Nous allons mettre 5 millions d'élèves ont rejoint quand même. Ce sont des chiffres non vérifiables. Ce sont des chiffres non vérifiables. Tantôt le ministre vous dit 6 millions. Tantôt le ministre vous dit, tantôt le ministre Titel vous parle de 6 millions. Lui-même vous parle de 5 millions. Si vous avez d'autres communicateurs, vous parlez même de 15 millions. Donc on ne comprend rien. Moi, j'ai des collègues jusqu'aujourd'hui qui sont de nouvelles unités depuis 2018, depuis 2019, depuis que Félix Tshisekedi, ils sont nouvelles unités jusqu'aujourd'hui. Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord qu'il y a ce qu'on appelle, je vous en prie, nous sommes d'accord qu'il y a ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Mais il y a également dans l'article 48 de la Constitution ce qu'on appelle la gratuité, ou soit cet article dit ceci. L'eau et l'électricité, c'est un droit. Les devoirs à l'État, ou soit des devoirs à l'État de donner à la population de l'électricité. L'eau et l'électricité, c'est un droit pour chaque Congolais. Nous ne donnons pas l'eau et l'électricité. La sécurité, c'est un droit. Mais on n'a pas la sécurité, nous ne sommes pas sécurisés. Donc nous sommes d'accord pour la gratuité de l'enseignement. Mais il a fallu d'abord faire un état des lieux, comme on avait fait. C'était juste une parenthèse, on la ferme rapidement. Je préfère nous avons ce qu'on appelle, c'est-à-dire nous allons travailler là-dessus. Oui. Pour qu'on ait des enseignants de qualité, c'est-à-dire des ressources. Bon, peut-être on va développer quand vous allez poser des questions. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle l'agriculture. Le point de c'est l'agriculture et la lutte contre la misère. La misère alimentaire. Nous avons troisième point, l'accès à l'eau et à l'eau potable et l'électricité aux soins de santé de qualité. Quatrième point, nous avons ce qu'on appelle les infrastructures. Désenclaver ces pays. Désenclavement du territoire national. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, c'est l'entrepreneuriat et le développement du secteur productif. Sixième point, c'est l'écologie et le développement durable. Voilà, ça, ce sont les 6 priorités. Si je peux aller vite pour vous laisser la parole aussi, peut-être de poser certaines questions. Nous avons 6 autres défis. C'est réaffirmation de l'identité culturelle, comme je vais évoquer ici dans mon propos introductif. Comme le Congolais a perdu son identité. Deuxième point, c'est la citoyenneté, la famille, genre personne vivant avec handicap. Nous tenons compte de ça. Troisième point, jeunesse engagée pour le développement. Quatrième point, élite congolaise. Cinquième point, diaspora congolaise. Sixième point, coopération régionale, internationale et coexistence pacifique. Et le dernier axe, c'est les 2 grandes réformes. Nous allons faire élargir l'espace budgétaire de l'État et proposer quelques réformes dans notre constitution. Voilà, en grosso modo, en résumé, les 18 grands défis qui sont axés sur les 4 axes. Donc, les 4 prérequis, les 6 priorités, 6 autres défis et les 2 grandes réformes. Voilà notre projet de société avec un budget là de 38 milliards et vous faites ça fois 5, vous avez 190 milliards pour 5 ans. Bon, c'est vrai, vous avez développé apparemment chapelle des bonnes intentions, c'est tout à fait normal, c'est dans vos droits. Alors, c'est déjà ça l'offre que vous nous avez présentée. Dans la partie Est de la République, vous êtes sans ignorer que cette population ne demande pas autre chose mieux que la paix, la sécurité. Nous avons suivi votre candidat, je cite Martin Fayoulou, qui sollicite d'ailleurs le suffrage de l'ensemble de la population congolaise. Une fois aux affaires, dans une année, il va mettre un terme de ce qui se passe dans la partie Est de la République. Parlez-nous quand même de la faisabilité. Ça va se passer comment? Merci beaucoup, chers compatriotes. Je vous ai dit tantôt ici que la sécurité, c'est un enjeu crucial. C'est l'enjeu des enjeux. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans la paix. Les investisseurs sérieux ne peuvent pas venir investir dans un pays où il y a l'insécurité, où on tire chaque jour, où on vous parle de 6 millions de déplacés internes. On ne viendra pas investir dans un pays comme ça. Et lorsqu'on ne règle pas la situation de la sécurité, tout celui qui viendra avec un discours de développement, c'est la démagogie. C'est un démagogue. Donc, qu'est-ce que nous préconisons dans un bref délai? Nous allons d'abord former, nous allons avoir des réformes approfondies, nous allons équiper l'armée, nous allons créer des centres de formation,
les centres de cantonnement. Donc, d'emblée, ou soit, en un mot, mettre l'homme, c'est-à-dire ressources militaires, dans des conditions humaines, contrairement à ce que nos amis militaires vivent ou vécu aujourd'hui. Tout ça dans une année. Nous ne disons pas dans une année. Les mandats, c'est 5 ans. Mais nous allons d'abord, rapidement, créer des conditions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous nous avez évoqué par rapport à cette question de l'Est, par rapport à cette insécurité agrandissante, donc il faut espérer une fois la prise du pouvoir est faite par Martin Fayulu, une fois que Martin est élu, c'est-à-dire il faut compter dans les 5 années pour qu'on arrive à mettre fin à cette question de je ne dis pas dans 5 ans. Ici, je vous donne des parce que vous avez évoqué le mandat est de 5 ans. Le mandat est de 5 ans. C'est-à-dire dans 5 ans, on aura une armée, c'est-à-dire une armée puissante, une armée rodée, une armée formée. Mais avant d'arriver dans les 5 ans, nous allons créer rapidement ce qu'on appelle une unité spéciale. Une unité spéciale qui sera placée juste dans nos différentes frontières entre des pays qui nous menacent. C'est-à-dire, ici, je fais allusion notamment le Rwanda, l'Ouganda, Burundi. Il y aura une unité spéciale. Nous allons aussi créer un camp militaire. On va le placer juste ici à Goma. Tout ça dans une année. Juste quand nous prenons le pouvoir. Ce sont des choses que nous allons faire en court terme. Pour qu'une unité spéciale, ça ne demande pas 5 ans. Mais lorsque vous parlez d'une armée rodée, une armée équipée, ça c'est un projet à long terme. Ça demande de moyens, bien qu'on va évoquer, parce que vous avez parlé des nous allons disposer au moins 20% de cette que nous allons prendre dans ce budget-là pour affecter dans le secteur sécurité. Et nous préconisons, pardon, vous préconisez. Nous préconisons, pardon, que qu'est-ce que nous pensons? C'est-à-dire, un militaire congolais soit payé moyenne de 700 à 800 dollars. Ça, c'est le salaire moyen. 700 à 800 dollars par militaire. En d'autres termes, il y aura ceux qui seront payés au-delà, parce qu'il y a aussi des officiers. Il y aura aussi ceux qui seront payés en dessous. Mais les moyens, c'est 800 dollars. Est-ce que ce n'est pas, les bonnes intentions que vous nous évoquez ici? 700 dollars, vous allez les piquer où? Et ça va se passer comment? Parce que vous avez parlé d'une mobilisation de 38 milliards l'an. Je vous dis, ce sont des chiffres que nous donnons parce que nous sommes encore humbles. Vous serez d'accord avec moi. Notre compatriote Félix Tshisekedi arrive aux affaires. Je crois que c'était la première conférence entre la Russie et les pays africains, c'est les États africains. Félix Tshisekedi a pris la parole, dit ceci, devant cette tribune. Le gouvernement congolais a généré, de 2018 à 2014, au moins 49 milliards. Ça, les images existent. Mais seulement moins de 6 milliards qui étaient entrés dans les caisses de l'État. Tout cet argent a été distribué dans les poches des politiques. Ça se fait Tshisekedi. Pour vous dire qu'on peut aller au-delà. Très bien. Vous avez pris qu'un cas, parce que vous avez évoqué le cas évoqué par le président Félix Antoine Tshisekedi, mais restons dans le cadre qui est le nôtre ici. Là, vous nous faites, comment vous nous présentez votre offre. Je suis content et je pense que ceux qui nous suivent sont en train également aussi de tirer également dividendes dans ça. Maintenant, les 38 milliards, vous allez les mobiliser par quels moyens? Vous allez les mobiliser comment? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. L'exemple de Félix que je venais de donner ici, cela prouve à suffisance que l'argent y est. Il y a là, vous laissez tomber ça. Ça va se passer comment? Je sais que ce sont des taxes. J'ai compris. Oui. Avec la gestion orthodoxe, c'est-à-dire nous allons boucher tous les trous des détournements. Parce que lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, par exemple, vous avez vu que la communauté internationale via l'EF cherche au moins 100 millions pour résoudre le problème des déplacés internes. De l'autre côté, quand je vous parle d'un détournement de 324 millions, c'est pour vous dire que l'argent est là.
en dehors de mobilisation interne. Vous parlez des millions, mais vous parlez des millions qui sont détournés. Ça, ce sont des exemples. Mais lorsque vous condensez des millions, ça va, je vous ai parlé de 49 milliards ici, c'est Félix Tshisekedi. Donc nous avons des milliards dans ces pays. Si nous restons même dans les secteurs miniers, nous avons des milliards dans ces pays. Et nous avons également des partenaires traditionnels. Pasteur, je vais vous laisser poursuivre. J'aime bien vous appeler pasteur sur le plan. Il n'y a pas de problème. Les milliards, c'est vrai, là c'est connu parce que le Congo en soi... avoir 33 oui, ça représente rien. Les Congo en soi, cet État est qualifié un scandale géologique, tout ça, avec tout ce qu'il a. Mais comment matérialiser, comment faire de tout ce qu'on a là, les transformer comme ça en milliards palpables, afin que ces militaires-là, à la fin du mois, qui sont en possession de son solde autour de 700 ou 800 $. Cher professeur, vous m'avez suivi avec tout simplement la gestion orthodoxe. Mais lorsque vous avez, je vous en prie, on ne va pas ramasser l'argent, il ne va pas tomber du ciel. À part la mobilisation interne et des partenaires qui peuvent aussi nous en prêter. Parce que imaginez même, ce n'est pas des partenaires traditionnels pour vous en prêter. Ici, je fais allusion à l'FMI, la Banque mondiale que vous connaissez. Ces gens-là même pour vous en prêter. Mais ils mettent des conditions. Attendez, quand vous parlez de la gestion orthodoxe, financière orthodoxe, ça veut tout simplement dire que l'argent a déjà une traçabilité par laquelle il doit passer. C'est-à-dire, l'argent quitte point A pour point B pour point C et finalement, c'est le point 2. Là, c'est la traçabilité par rapport à une gestion comme celle-là, une gestion saine. Mais moi, je suis en train de parler, je veux à ce que vous puissiez nous faire comprendre. Vous allez parvenir à ces 33 milliards-là comment? Vous allez faire exactement quoi? Vous allez ponctionner du côté de taxes, ou ce sont des impôts, ou bien finalement vous allez créer d'autres moyens qui vont générer de l'argent. Comment je vous en prie, j'ai compris votre question, comme on n'a pas assez d'État. Il n'est pas question de ponctionner, il est question de canaliser parce qu'il y a des millions et des millions qui sont perdus. Oui, donc vous estimez qu'ils sont perdus, qu'ils ne sont pas traçables. Même vous êtes des journalistes chevronnés, prenez les micros, allez même à la DGRA, allez demander si on veut vous expliquer, on va vous dire que ce sont des secrets d'État. Or, dans la gestion moderne, mais il faut d'abord expliquer aux Congolais que nous avons combien d'abord de sociétés minières dans ce pays. Ils génèrent combien les gouvernements. Mais tout ça, c'est la gestion opaque, c'est des fous. On ne nous dit pas pourquoi, mais c'est pas. Mais quand est-ce que vous apprenez par exemple dans la bouche de notre compatriote Jean-Marc Kaboul, quand il vous dit que ce sont des milliards qui quittent la RDC via des avions pour aller cacher ça dans les GIDN. Mais nous avons des millions dans ce pays. Vous avez suivi par exemple Albert Youm, qui est passé sur les médias pour dire que nous avons bradé nos minéraux. Dernièrement ici avec des procès bidons, avec l'Angleterre, on vous parle de milliards. Je vous ai dit, Félix a dit devant le président russe, Poutine, que de 2014 à 2010 à 2014, on a reçu au moins 40 milliards. Donc vous voyez, je vous ai dit, ça dit dans ces pays, il y a l'argent. Avant même que ces gens-là puissent, plus avec les potentialités qu'on a, on peut en prêter même 150 milliards, ça c'est même pas un problème. Même 100 milliards, ça c'est pas un débat. Mais le problème d'abord est d'assurer ces gens-là. D'amener une gestion orthodoxe. Et avec une économie forte, on a la capacité d'affecter ces ressources-là dans d'autres secteurs. Par exemple, pour le cas de la sécurité, pour le cas de l'agriculture, parce que là aussi, c'était un grand problème. Imaginez, nous avons au moins 80 millions de terres arables, mais nous souffrons, nous manquons à manger. Et tout ça, c'est la communauté internationale qui bloque pour s'aimer le maïs ici. Pour faire cultiver ici, même au plateau de Bateke, ça c'est toujours quelqu'un qui bloque. Donc il y a un problème dans la gestion publique des politiques congolais. Et les gens viennent pauvres, ils achètent des avions, ils ont la capacité de distribuer même 100 jeeps. Donc, voilà un peu. Peut-être on aura encore le temps pour venir développer d'autres points qui restent, mais sinon, nous disons que il y a l'argent, parce que si nous parlons de la gestion publique, ce n'est pas la gestion privée où il prendra l'argent dans sa caisse. Non. Donc le Congo a des moyens, nous avons des ressources et nous avons aussi des partenaires qui sont prêts de venir investir. Même les autres opérateurs économiques qui ne viennent pas investir. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la fraude, parce qu'il y a la tricherie, parce qu'il y a la tracasserie administrative. Il y a beaucoup de conditions qui créent que les investisseurs sérieux ne viennent pas. Le carré minier que vous avez vu là, on a sous-traité ça aux expatriés, aux Indo-Pakistanais. Ce sont eux, ils
par exemple, les procès 100 jours. Quand on pose la question à un responsable, un directeur de cabinet, tu connais M. X, il dit moi je ne le connais pas. On pose la question à Diamant, tu connais, je ne connais pas. Tout ça, voilà la gestion. Mais à la fin, ils se connaissent. Donc voilà, avec cette gestion, c'est difficile d'avoir un budget colossal pour espérer gérer ou soit faire avancer notre pays. C'est pourquoi l'armée est affaiblie. Mais pourquoi les Angolais là, on vous parle par exemple de leur armée, il y a un budget si c'est de 12 milliards. On vous parle en Égypte, si je ne cite même pas l'Europe, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Algérie, d'autres pays ici, l'Égypte. Mais chaque pays a ses propres réalités. Vous ne pouvez pas. Non, les autres là, n'ont pas de potentialité que nous on a. Oui, les potentialités, d'accord. Vous ne pouvez pas quand même prendre les réalités d'ailleurs et essayer un peu de le mettre dans votre. Donc avec une gestion moderne, orthodoxe, donc on aura des moyens. Ça, je vous rassure. Je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Ça n'est fini. Pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous avez aimé. Je pense que les numéros défilent au bas de vos petits écrans. Contactez-nous. Nous sommes là pour recevoir dans ces cadres et vous allez, en ces moments-là, nous balancer également aussi votre offre politique. Mesdames, messieurs, retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Quant à moi, Yvon Kanda, je vous dis bye bye.